Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui de la semaine 52, qui s'étale du 22 au 28 décembre et qui vient donc achever notre année 2025. Je pense qu'on aura quand même le droit à un petit épisode bonus, petit récap de l'année, ça sera tranquillou pour le prochain épisode. Ensuite, plus que le 1 à tourner et on aura les épisodes avec le bon rythme. À peu près. Parce que là, par exemple, l'épisode 3, j'ai fait mon enregistrement du lundi soir. Là, on est vendredi soir. Et depuis, bon, bah, j'ai rien enregistré. Parce que le mardi, je grimpe. Donc, j'ai lu mon manga le soir dans mon lit. Le mercredi, bah, je suis allé acheter, vite fait faire les soldes pour acheter des chaussures et de quoi aller à la piscine. Et entre ça et la séance de la veille d'escalade, où je me suis jeté 20 fois d'affilée par terre très fort sur le dos, j'étais mort de chez mort. Donc, grosse flemme d'enregistrer. Je me suis battu pour essayer d'y aller, mais j'ai pas réussi à gagner. Et hier, escalade encore, c'était compliqué. J'ai du mal à être à un rythme classique un enregistrement par jour parce que ben on est un peu occupé dans la vie et c'est compliqué de trouver le timing tous les jours pour lire et enregistrer. Tiens, preuve que je me suis fatigué à l'escalade. Je vais mettre le son déjà. Et je vais lancer la vidéo. Pof. Voilà, on entend bien le bruit que je fais en intéressant par terre. Et on entend bien le OUAH parce que ben je me suis vraiment éclaté le dos de toutes mes forces par terre. Une bonne grosse vingtaine de fois. Parce qu'ils ont ouvert un sacré move. On doit sauter bien 3-4 mecs, juste 3-4 mètres, pas 3-4 mecs, juste à bout de bras et rattirer à bout de bras, en étant bien groupé sur on touche le sol. C'est une galère. Ça, plus les soldes, ça m'a couché mercredi. Et hier, la séance était très limitée parce que j'avais des belles courbatures dans tout le dos que je sens encore aujourd'hui. Et j'espère qu'elles iront mieux pour demain, la petite compète. Donc, l'enregistrement tous les jours, c'est pas au point, mais on essaie d'être régulier quand même. Si on enregistre 3-4 fois par semaine, ça sera déjà un bon pas en avant par rapport à une seule fois. Donc je prends. Et on va pouvoir commencer à parler de cet épisode sans tarder, parce qu'on a 12 œuvres à traiter. C'était une grosse semaine, quasiment entièrement à la maison, sauf pour Noël. Donc j'étais pas chez moi pendant genre 24 heures. Mais tout le reste de la semaine, j'étais que chez moi. Donc 7 mangas, 2 jeux vidéo, 2 films, une série. Ça a bien profité des vacances, on peut se le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 25 de Todag Tales of Demons and Gods. En comptant celui-là, il me reste 4 volumes pour être à jour sur la parution française, et les 4 ont été lus dans cette semaine-là, et seront donc traités dans cet épisode. Donc là, le tome 25 démarre sur Nili, qui croise un œuf, qui l'adopte, qui le couve. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus. Il y a beaucoup plus à dire sur ce qui se passe après, c'est-à-dire qu'il autorise Duan Jian, là, son compagnon ailé qui est le plus fort du groupe, mais plus que lui, à aller se venger de la famille qui le retenait prisonnier et le torturait dans la prison. Mais pourquoi il l'autorise maintenant? Qu'est-ce que Duan Jian a fait depuis sa libération pour avoir le droit de faire ça maintenant? Est-ce qu'il s'est amélioré? Pas spécialement. Est-ce qu'il a été utile? Pas spécialement. Je ne comprends rien aux enchaînements qu'on a dans ce manga. L'auteur a des bons sujets, mais il aime pas les traiter correctement, les mélange dans tous les sens, on fait des petits bouts par-ci par-là, c'est horrible à suivre, c'est vraiment pas intéressant. On retrouve donc le chef de la famille qui le torturait. Celui-ci est en train de fomenter un plan pour sortir de la prison, et compter servir de ça pour devenir le chef d'absolument tout le monde dans la prison. Mais bon bah il se fait démarrer en une seconde par Douane, sans que ce soit intéressant.
et sans que ça raconte quoi que ce soit de plus, alors qu'il affronte littéralement quelqu'un qui l'a torturé et qui ne respectait en aucun cas son ascendance. Peut-être qu'il y avait des choses à dire, et que c'est dommage de n'avoir rien dit avec ça. Et derrière, il est convaincu par la fille de ce chef et par Nili de l'épargner et de le laisser en vie. C'est bien, Duan Jian n'est plus dans la vengeance dans tous les sens, mais en même temps, il n'en avait pas reparlé depuis le début qu'il voulait se venger, donc pour nous, il était déjà plus dans la vengeance. Comme d'hab, hein, c'est des bonnes choses, mais la construction globale est trop bizarre. Et d'ailleurs, en parlant d'enchaînement bizarre, derrière, on voit des cadeaux de fiançailles pour Nili et sa chérie. Puis tous les jeunes partent vers les souterrains. Puis il y a les chasseurs de Yuyan qui arrivent et il y a des gros combats. Peut-être que ça enchaîne dans tous les sens. Qu'on a mis plein de sujets sur la table en fil rouge. Et que juste on fait ah, en fait, c'est fini. Peut-être qu'il manque des infos ou des conclusions. Heureusement, j'ai un peu aimé la légère évolution de Duan Jian, même si du coup c'est ni mérité ni bien rythmé. C'est juste ça qui fait que c'est pas un D, je pense. Parce que vraiment, j'aime pas bien comment c'est construit. Hein. Encore une fois, je pense que le fait de changer de sujet et de traiter par-dessus la jambe, c'est quelque chose qui marche bien en format régulier, une fois de temps en temps, sur ton téléphone en scrollant. Pas avec une dizaine de chapitres d'un coup ou un manga. Là, on a vraiment l'impression de passer du Coca Light. Et en plus, un Coca Light, sans bulle, quoi. Pas ça l'expression, je crois. Ensuite, j'ai enchaîné avec le volume 26 de Todag, Tales of Demons and Gods. Finalement, les chasseurs de Yuyan qui étaient arrivés et qui étaient en sorte de premier gros obstacle dans les souterrains sont tous battus très facilement dès le début du volume. Les jeunes découvrent le monde souterrain, parlent un peu de ce qu'il y a, découvrent, c'est intéressant. Le groupe sur place, auquel il avait donné pas mal d'inscriptions, leur offre un cadeau qui est bien gargantuesque et immérité comme d'habitude. Et derrière, pendant une petite balade, tout notre petit groupe est séparé par de la brume parce que Nili, Nili, Nili. Il le faut partout, il le faut tout le temps, il le faut seul, parce que les autres personnages n'existent pas. C'est lui qui les pousse en avant, c'est lui qui les entraîne, c'est lui qui les façonne. Les autres n'ont pas le droit d'être présents, d'accord? C'est une superbe construction. On découvre deux mecs balèzes des souterrains qui se battent contre un serpent pour gagner le joyau qu'il a sur la tête. Peut-être qu'ils seront importants plus tard et qu'ils seront des bons personnages. Là, pour l'instant, on s'en balance un petit peu. Et pendant ce temps-là, on a la famille Wu et on a Yehan, qui sont quand même des ennemis plutôt importants de l'œuvre, qui viennent attaquer uniquement Nili et Ziyun. Donc ils sont largement plus nombreux, ils sont face qu'à 2 personnes, qui sont bien jeunes, et ils se font évidemment rétamer la gueule encore une fois en 1 seconde, sans opposer la moindre résistance, ni le moindre intérêt. D'accord, d'accord. Ça fait quand même 2 fois que Yehan se fait ridiculiser comme ça et que ça n'apporte rien à son personnage. C'est... Et derrière, il retrouve Xiao Ning. Parce qu'évidemment, il faut que Nili laisse ses 2 cocottes, quoi. Parce que sinon, c'est compliqué d'avancer. Et un inconnu. Avant d'être prêt à aller faire le test que tous les jeunes visaient. C'est pas hyper fun, on va pas se le cacher. On s'ennuie un peu. Il n'y a qu'un seul personnage tout le temps. Il évolue pas. Et c'est lui qui... Limite, il met ses mains dans les autres, il fait juste « Ah oui, je suis ton ami, je vais m'entraîner avec toi, oh là là !» C'est tout. Pour montrer que c'est que lui partout. C'est trop bizarre cette construction, j'aime pas du tout. Et je comprends pas pourquoi ça a shifté autant. Il y a un moment où c'était moyen, un peu bien. Là, c'est mauvais, très mauvais. Et j'arrive pas à déceler comment ça a shifté, quand ça a shifté, et qu'est-ce qui a genre vraiment changé au fond.
Peut-être que c'est juste que la formule, elle s'essouffle en 26 volumes en mettant que Nili en boucle et en faisant les 3 actions en boucle de sauver des gens facilement, pour avoir des cadeaux, pour débloquer un truc dans la ville, pour avoir des cadeaux, en faisant toujours zéro effort et ça fait une boucle de cadeaux dans tous les sens. Peut-être que ça serait un RPG un peu redondant mais sympathique à jouer, mais une lecture bien relou. Peut-être, on sait pas, hein. C'est que le millième tome où je m'aidais, donc on sait pas. Ensuite, j'ai achevé, plus ou moins dirons-nous, mon aventure sur Kirby Air Riders. J'y ai mis globalement 30 heures en un mois. J'ai passé un bien bon moment. J'ai largement préféré ce jeu-là à Mario Kart. Après, Mario Kart, j'y ai joué que une vingtaine d'heures rapidement à sa sortie, en comptant la découverte des courses, du multi 3 fois avec des potes ou mon frère, et un peu de monde ouvert. Donc c'est pas énorme, ça m'a pas très motivé. Je pense que le jeu a un petit coup de neuf récemment. Mais ouais, Kirby Air Riders, il m'a fait beaucoup plus envie, je le trouve plus fun, je le trouve plus énergique, je le trouve plus coloré, il est trop. J'ai fait le 100% des objectifs du mode Air Ride, donc le mode course basique et classique, du mode Top Ride, le mode course mais en vue du dessus, en mode micro-machine, dirons-nous, au niveau de la forme, et le mode Road Trip, donc le mode aventure. Tout ça, c'était cool à découvrir, c'était cool à apprendre, et même à compléter, c'était... Il y a globalement des missions un peu con qui sont pas naturelles, que tu es obligé d'apprendre leur existence, de changer les paramètres des courses pour te mettre en condition. Mais bah, tu peux les faire tes conditions, donc c'est facile à bosser. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y en a 150 dans chaque mode. Que tu sais leur existence et que tu peux mettre leurs paramètres, c'est pas horrible. J'ai trouvé le mode road trip peut-être un poil trop long. Tu dois faire 2 runs entières en poussant bien chacune de tes 2 runs si tu veux faire le 100% en seulement 2 runs. C'est vraiment minimum les 2 runs. Mais même une run, c'est 6-7 heures, je crois, j'avais mis la première. C'est un poil trop long, peut-être. Ça fait le tour de plein de modes et plein de mini-jeux et ça fait une belle aventure, mais c'est un poil long. Par contre, pour le mode City Trial, donc le mode où t'es dans une ville pendant 5 minutes, c'est modifiable ça, à fracasser des caisses, pardon, fracasser tes rivaux ou fracasser des événements pour gagner en statistiques et faire un petit mini-jeu derrière qui est censé être pratique pour ton véhicule et tes stats. Ça, j'ai pas envie de le bosser plus. J'y ai passé un bon nombre d'heures, j'en suis à 110, objectif sur 150, je crois, un truc comme ça. Et dans ceux qui me restent, il reste soit des événements random qui ne sont toujours pas tombés malgré mes nombreux essais. Je crois que j'en suis à 40 sur 42 événements. Et que les deux qui me manquent sont liés à pas mal d'objectifs. Et donc c'est un peu chiant parce que c'est jamais tombé. Les missions de combat, j'ai beaucoup d'objectifs à atteindre dans les mini-jeux de combat. Parce que je trouve le gameplay de combat pas du tout réussi. Pas du tout satisfaisant. Et, alors j'ai peut-être juste pas compris, franchement les objectifs me paraissent loin. Battre 20 ennemis en étant dans un mode, impossible, je suis très loin. Battre un grand étant petit, alors que t'as genre 1 minute et que les trucs sont au hasard, c'est horrible. Là, c'est pas fun à bosser, c'est random, et tu ne peux pas vraiment te mettre des paramètres spécifiques pour t'aider. Peut-être que les objectifs du online et du City Trial se feront petit à petit en jouant en multi, mais j'ai décidé de stopper là mon gros enchaînement du jeu à essayer de le faire à 100%. Je chercherai pas plus loin, là ça me va comme ça. Je suis pas réceptif à 100% mode City Trial, encore moins au truc de combat, mais les autres modes, ils sont trop cool. Meilleur jeu de course de la Switch de tellement loin. C'est fun, c'est coloré. Petit problème peut-être dans le casting, les personnages de Kirby, au niveau charisme, il y en a pas beaucoup. J'aime bien Desroches, j'ai fini ma liste.
Mais bon, bah... Rien à dire, c'est du bon boulot. Sakurai a bien bossé. J'avais pas joué au premier, et j'ai joué à tous les Smash depuis le Brawl. Il est trop fort pour faire des jeux fun, accessibles, mais trop cool à bosser, à s'améliorer. Il est fort, il est fort. C'est super satisfaisant, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, j'ai lu le volume 27 de Todag, Tales of Demons and Gods. On traite un petit peu de l'inconnu qui s'est ajouté au groupe au volume précédent et qui est présent sur la couverture. Cette personne se prénomme Xiao Yu. Le personnage est super suspect sur ses intentions, mais il est fort, donc on l'intègre au groupe parce qu'évidemment, voilà, les souterrains c'est dangereux de fou, on n'arrive pas à s'en sortir, il nous faut quelqu'un de fort. C'est difficile, on a besoin de quelqu'un de fort. Bah montrez-le. Au lieu de montrer que tout est facile et qu'il gagne facilement. Je sais pas, hein, ça me paraîtrait une meilleure méthode globale. Pendant tout le moment où le personnage est là, on a un gros mystère sur son genre, avec des indices subtils, genre Nelly qui touche ses pecs, qui fait «Putain, mais on dirait des gros nibards, non?» Ou plein de trucs comme ça. Et c'est hyper long avant qu'on nous dévoile qu'en fait il s'agit d'une fille, alors que ben, c'est évident depuis très très tôt dans son introduction. Donc c'est très long, et on ronfle, hein. Vouloir faire un mystère sur le genre d'un individu, pourquoi pas, mais il faut que du coup son changement de genre avant et après la résolution du mystère apporte quelque chose, ce qui n'est pas le cas, et il faut que les indices soient un petit peu subtils. Hein, Lupapé et Nibar, on a vu un peu plus élevé niveau subtilité. D'autant plus qu'on était pas loin d'avoir quelque chose, parce que ce personnage a un énorme rôle dans les souterrains apparemment, parce qu'elle fait fuir les Wu, juste par son nom, et même juste par un parchemin qu'elle a donné, sans qu'elle soit vraiment là. Donc peut-être que le secret sur son genre aurait pu être intéressant, tu vois, sur le regard qu'aurait les gens sur elle, vu que c'est la fille de quelqu'un d'important et non pas son fils. Et après, bon, ils vont ouvrir une porte, il y a juste quelques passes avec elle, sans que ça raconte quoi que ce soit, sans que ça avance. Le volume est galère tellement. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Celui-là! C'est peut-être le pire. D'autant plus en vue de la fin, Nili et Xiaoyu sont donc dans un endroit dans lequel ils sont rentrés, par effraction. Encore une fois, facilement, comme d'habitude, parce que les portes fermées pour Nili, bon, c'est juste des portes avec une poignée un peu dure à ouvrir, quoi, c'est tout. Ils voient un combat au loin entre le protecteur de la tour et tous ceux qui veulent y rentrer. Et en voyant le combat au loin, il comprend à un niveau supérieur le pouvoir des lois, qu'il a appris avec la déesse du feu, là, et chope un giga power-up grâce à ça. Est-ce que c'est pas la pire façon d'apporter un power-up à un personnage, de juste le voir regarder un combat au loin? Ça change de d'habitude, hein, de passer par la compréhension et l'observation, mais il en avait pas besoin, hein, il a toujours pas été en difficulté une seconde depuis 27 tomes. Peut-être qu'un power-up en plus, à un moment, ça va faire beaucoup, on sait pas. Et c'est tout ce qu'il y a dans le volume, hein. Un mystère sur un genre qui n'est pas utilisé et qui n'est pas un mystère, et un power-up qui sort de nulle part et qui est pas utile. Un volume entier. Je ne suis pas trop dedans, dans les derniers volumes, j'étais plus avant, mais mon frère est toujours, donc tant mieux pour lui. Et moi, c'est dur. Encore un dé. Nickel. Gros coup de pied dans mon rythme. Il y a ma nièce de 2 ans et demi qui vient de m'appeler 2 fois d'affilée. Une fois pour manger un chocolat en regardant le mur en face d'elle et en me disant rien, en répondant pas à mes questions. Et une fois après pour me montrer ses cartes patrouille. C'est un peu plus intéressant. J'ai essayé de ramener mon frère et mon père dedans pour les piéger avec moi, mais elle a dit «Ah non, pas tonton Matisse et pas papy!» Donc moi j'étais le seul puni à avoir cet appel. Ça m'a un peu cassé le rythme.
Je sais pas si je ferai l'épisode en entier maintenant, et combien de temps va durer l'enregistrement, parce que là j'en suis à 57 minutes d'enregistrement, avec une bonne partie qui sert à rien et qui sera coupée là, mais écoute, c'est comme ça. J'aurais pu couper l'enregistrement aussi, mais bon. Ou me mettre en mode avion pour pas être appelé. La terreur de se faire appeler par un bébé. Ensuite, j'ai lu le volume 28 de Todag, Tales of Demons and Gods, et c'était un peu moins pire. Tout d'abord, grâce à sa nouvelle compréhension des différentes lois, Nili fracasse facilement le maître de la loi de la mort, qui est quand même bien un maître et qui est une loi très puissante, mais il le fracasse tranquille parce qu'il a bien compris en regardant un combat de loin quand même. Et il possède maintenant 3 lois, ce qui est gargantuesque. On a le clan Wu qui finit de ne servir à rien, parce qu'en plus s'être pris 2 claques par Nili, ils se font ramasser la gueule par plein d'autres personnages au nom de Nili. Tout le monde en mode bah Nili il est trop fort, Nili c'est notre héros, hop, vous dégagez, vous êtes de l'emmerder. C'est pas intéressant, mais au moins c'est pas que sur Nili. Ça parle que de lui, mais c'est pas que sur lui. Et ensuite on suit notre petit groupe ainsi qu'une dizaine de milliers d'autres se lancer dans un ensemble d'épreuves pour devenir les élèves d'un mec très fort des souterrains. La première épreuve, c'est de réussir à suivre un fil dans une sphère d'eau dans laquelle tu ne vois pas le fil, tu vas juste le ressentir avec ton énergie. Notre petite bande est forte, mais c'est pas les seuls. En même temps, bah, c'est la première épreuve, passer de 10 000 à juste nos potes, ça serait un peu limité. Donc, ils vont tous dans une tour en flammes, où le but c'est de réussir à s'y entraîner pendant 10 jours. C'est étrange d'avoir un entraînement au sein des épreuves, mais écoute, pourquoi pas. Dès qu'il rentre, Duan Jin récupère un power-up qui sort de nulle part. Il a du sang de dragon sacré, donc le bâtiment en feu qui est censé affaiblir les gens, il rentre en lui, il lui défonce sa gueule, il le maîtrise, il devient extrêmement puissant. Encore un power-up qui sort de nulle part, alors que c'est déjà le plus fort du groupe, et qu'il a eu 0 difficulté depuis le début. Yay! Et dans cette tour, il tombe sur un Qilin, qui est donc un esprit volant électrique, je dirais, qui est bien chiant mais un peu rigolo, et qui est parfait pour douzer un autre des potes de Nili. C'est bien, on va avoir un arc où tout le monde va avoir des power-ups pas du tout mérités dans tous les sens, pour aller au bout des épreuves. Et pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Il y a quelques rivaux qui sont mis en place, qui pourront peut-être être un peu intéressants, mais ça se traîne le cul de fou. Ça manque de personnages, d'enjeux et d'envergure très clairement. Et c'est super dommage. J'ai déjà dit plusieurs fois, il y a un potentiel de dingue avec ce que Nili... Non, à force de répéter ça en boucle, maintenant je me mets qu'à penser à lui aussi. Nah. Le potentiel de ouf que pour raconter cette histoire de boucle temporelle et de personnages qui évoluent et veut corriger tout ce qui s'est passé avant. Peut-être que ce serait bien d'avoir des difficultés en plus, ou au moins des personnages. Sur les difficultés, tu vois, tu corriges ce qui n'allait pas et ça crée d'autres soucis que tu n'avais pas imaginé, parce que bah du coup c'est pas juste censé corriger ce qui allait pas à point, c'est genre faire varier ce qu'il y a derrière. Et des personnages, ça serait bien, vu que tu changes la vie de tout le monde par tes propres actions. Je sais pas, c'est dommage comme manga. Mais c'est un peu moins pire, donc c'est. Ensuite, comme j'avais terminé tous mes rattrapages, hormis JoJo's Bizarre Adventure Partie 5 Golden Wind, mais bon, je n'ai encore aucun volume, donc ça se rattrapera petit à petit, je me suis dit que j'allais pouvoir m'intéresser aux milliards de séries d'occasion que j'ai actuellement à lire, parce que j'en ai récupéré pas mal récemment, et bah, j'avais rien lu. Dans la liste, on avait dans l'ordre Dan Dadan, JoJo's Bizarre Adventure partie 7 Steel Ball Run, JoJo's Bizarre Adventure partie 8 Jojo Lion, High Shield 21, Demande à Modigliani et Space Brothers, je crois. Ça fait 6 séries, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5 et Demande à Modigliani, qui a été celle
que j'ai choisi et dont j'ai lu le volume 1. C'est une série que j'ai entendu parler plusieurs fois sur ce bon vieux Twitter, qui est un peu un slice of life tranquillou dans une école d'art. C'est publié par Naban, donc c'est pas très connu et pas très reconnu. Chez eux, j'ai que Old Boy et 17 ans, une chronique du mal. Donc ça fait plaisir d'avoir une autre série de leur part. Et j'ai passé un bon moment avec ces 5 volumes. Hop là, spoiler directement. Je trouve le dessin assez particulier, assez brouillon, mais il marche bien pour ce qu'il veut rendre. Surtout au niveau du chara design des personnages. Sur les œuvres d'art et les décors, j'ai aucun souci. Sur la tronche des personnages, ça crée une légère distance. Elle est pas insurmontable, donc ça va, mais ça aurait fait un petit coup, que tu sens surtout dans le premier volume. On a d'abord un chapitre dédié à chacun des 3 personnages principaux. On a Shiba qui fait de l'art avec du verre, qui n'est pas talentueux selon lui, mais il a plein d'amour et plein de rivaux pour lui, ce qui lui paraissent étonnant au début, vu qu'il se trouve pas talentueux, mais bah, c'est parce qu'il n'a pas compris son niveau réel et surtout son envie de réussir qui est moteur pour les autres. On a également Fujimoto qui fait de la peinture et qui est extrêmement sensible. Forcément, la peinture, t'as vraiment rien du tout à la base, contrairement au verre. Donc c'est 100% de toi et de tes tripes que ça vient. Il faut être au clair avec ses sentiments, donc ben, c'est logique que ce soit lui le sensible. Et enfin, on a Motoyoshi, qui est un génie, reconnu par tout le monde comme ça. Il est au courant, il l'assume, il s'en sert bien. Il y a un chouï de pression aussi, mais voilà, c'est globalement leurs médias, leurs caractéristiques et leurs sujets principaux, du moins ce qu'on a présenté ici. On a quelques chapitres pour présenter des petits boulots à côté, parce que ben allier argent et passion, c'est pas toujours évident, évidemment. Ils voudraient se donner à temps plein dans l'art, mais pour ça ils ont besoin d'argent pour avoir et l'école et du matériel. Donc ils doivent faire des petits boulots à côté pour avoir de l'argent. Donc ils sont pas à 100% dans l'art. Et il y a des boucles comme ça un peu chiantes tout le temps. Et c'est des choses que peut-être certains connaissent bien, je sais pas. Et peut-être que c'est dur de vivre de ce qu'on aime et de réussir à allier gain d'argent avec plaisir. Ou alors, bah, c'est juste grâce à ça que tu arrives à être motivé dedans. C'est quelque chose que j'ai toujours pas mis au clair à 100% et ça marche bien. Un de mes 2 chapitres préférés de ce volume 1 concerne un professeur enceinte et un voyou qui est fan et trop fort de vernissage. Les 2 personnages sont surprenants et sont très touchants. Je prends, ils m'ont fait passer un bon moment super humain. On a le droit au départ d'une camarade de classe de Shiba, qui le fait réfléchir à la vitesse et à l'énergie à mettre dans cette école, parce que c'est vite terminé et c'est vite disparu derrière, un peu sans laisser de traces. Encore une fois, ben, l'art et son apprentissage, ça traite beaucoup de sujets hyper humains et c'est très intéressant. Je lis pas beaucoup de slice of life. Le seul qui me vient en tête comme ça serait Deep Sea Economic Magmel. J'aime beaucoup, même si, bon, maintenant c'est un peu redondant, c'est un peu long, le rythme de parution aide pas. Là, un truc en 5 volumes et en enchaînant, très cool. Et le deuxième de mes 2 chapitres préférés, c'est le dernier. Shiba et Fujimoto sont potes d'enfance. Ils avaient un troisième pote qui les motivait à faire de l'art, à aller toujours de l'avant, qui a disparu du jour au lendemain. Et finalement, c'était également un pote d'enfance un peu plus tard de Motoyoshi, qui leur apprend qu'il a eu une fin tragique, mais que jusque-là, il a vécu toujours très heureux, toujours en parlant de ses 2 potes pleins d'art et plein d'énergie. Et c'est extrêmement touchant, c'est dur de fou.
Mais en même temps, bah, ils sont tous liés par un même ami qui les a tous poussés en avant et qui croyait en eux tous. C'est franchement un très beau A d'encouragement pour une aventure qui risque d'être très mignonne et suffisamment bien rythmée. Ensuite, j'ai testé Drag X Drive parce que je suis actuellement dans la très mauvaise mentale d'acheter tous les jeux Nintendo Switch estampillés par Nintendo, ce qui fait du boulot et des jeux, et qui donne pour l'instant la magnifique liste de Bravely Default, Mario Kart World, Nintendo Switch Welcome Tour, Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Donkey Kong Bonanza, Super Mario Party Jamboree, Drag X Drive, Kirby le Monde Oublié, Donkey Kong Bonanza, le DLC, Super Mario Galaxy 1 et 2, Legend Pokémon ZA, Hyrule Warriors, non, pardon, Kirby Air Riders, Metroid Prime 4, Legend Pokémon le DLC, Animal Crossing New Horizons, et qui vont arriver Mario Tennis Fever et Pokémon Pokopia. Et bah, c'est le seul truc auquel je joue en ce moment. Soit je fais des soirées gaming avec les potes une fois tous les mois au grand maximum, soit je suis sur ma Switch et je ne joue pas du tout sur mon PC en ce moment. Et donc là j'ai testé Drag X Drive. J'y ai joué moins de 5 heures parce que la durée n'est pas affichée. J'ai passé un très mauvais moment. Nintendo, c'est comme ça que j'ai commencé la mini-critique. Le but, c'est de présenter ce qu'on peut faire avec le mode souris des Joy-Con 2. C'est louable comme objectif. Ça l'utilise plutôt bien dans le système de jeu. Mais déjà, ça servira à rien dans aucun jeu. Je vois pas à quel moment un jeu te dira tiens, au jeu à la manette, tu vas jouer en mode souris et ça sera pas du tout bien. Et en plus de ça, je trouve ça très inconfortable le mode souris sur cette Joy-Con. C'est trop petit, ça glisse pas bien. Enfin, ça glisse bien et c'est précis. Mais quand il s'agit par exemple de faire avancer ton fauteuil roulant très rapidement ou le faire tourner précisément ou quoi aux caisses, c'est difficile de faire des mouvements répétitifs comme ça où tu sautes en boucle parce que bah, personne fait ça avec une souris. Ou alors c'est juste que je ne joue pas assez de jeux avec une souris, je sais juste pas le faire de base. Sans doute ça aussi parce que bah, les rares fois où j'ai joué avec une souris c'était en live. Et bon, c'était ni long ni réussi, donc peut-être que je sais juste pas jouer avec une souris. Mais une souris qui est hyper haute et pas du tout large, avec des boutons mal placés, je suis pas convaincu. Donc bah, j'ai trouvé ça injouable, trop dur à prendre en main. Les matchs sont bien lents. Alors, peut-être qu'avec des ordi à un niveau plus élevé ou avec d'autres humains, c'est un peu plus rapide. Là, j'ai testé que avec des ordi niveau très bas. Mais ça reste très lent au niveau des mouvements, je trouve. Hem, Même les mini-jeux qu'il y a un peu partout sur le terrain pour, t'entraîner à faire des sauts, t'entraîner à faire des half-pipes, t'entraîner à faire des petits zigzags, faire plein de petits mini-jeux de contrôle de ton véhicule en temps, limité, c'est un enfer. Ils sont impossibles à prendre en main et pas du tout intéressants. Je n'ai pas laissé énormément de chance au jeu, hein, je vous ai dit, largement moins de 5 heures. J'ai juste testé vite fait, des mini-jeux jusqu'à faire «Bah, j'y arrive pas, c'est pas intéressant, je me casse». Parce que, ben, j'ai pas aimé la moindre seconde. Doit y avoir un peu de potentiel en réussissant à contrôler son véhicule, que ce soit au niveau des matchs ou des mini-jeux, mais c'est beaucoup trop dur et c'est pas pour moi. Là, c'est le premier gros flop pour moi de la Switch 2. Alors que jusqu'ici, du coup, j'avais joué à Mario Kart qui était moyen, Donkey Kong qui était bon, Kirby, le DLC qui était moyen parce que pas nécessaire, Pokémon ZA qui était bon, Kirby Riders qui était bon, Drag X Drive, il est horrible. Il nous en reste un à parler la semaine prochaine et on sera à jour sur mes découvertes de la Switch 2. Donc ça, évidemment, un D, évidemment. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Demande à Modigliani. C'était un poil en dessous. Il y a encore de très nombreux sujets qui sont brassés. Un grand thème par chapitre et plein de petites idées distillées partout à chaque fois.
Par exemple, le fait de tellement se donner, pour ses rêves et sa passion, quand qu'on n'en dort, que très peu, que, ça nous coûte, tous les jours, niveau énergie, jusqu'à même, s'évanouir. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Jusqu'à mon changement, la semaine dernière, je dormais, clairement pas assez pour mon corps. Donc bah, j'essayais de faire, du komorebi, un peu trop en plus du boulot. J'étais mort de chez mort, j'étais un zombie tous les jours littéralement. Là maintenant, je suis en forme quoi. On a un prof qui les aide en leur donnant des cours, particuliers, de dessin, en leur apprenant, les ombres, les jeux de lumière, parce qu'il s'est un peu reconnu en eux et en leurs rêves, vu que lui a perdu tout ça avec son âge, en devenant juste un simple prof, alors que c'était pas vraiment ce qu'il visait à la base. Au gré de plusieurs, travaux pratiques qu'il fait ici et là, il se rend compte qu'il y a un de ses vieux potes qui en fait partie, des créateurs, qu'il aime bien. Donc il se retrouve et en faisant ça, il retrouve tous ses rêves perdus, c'est très cool, c'est très mignon, ça marche bien. On a une thématique sur, le Modigliani, oui, c'est le nom du manga, contre Picasso. Un peu, le talent, face au travail, le génie, face au forcené. Mais en même temps, les 2 sont, jaloux de l'autre, de ce qu'il peut produire et de sa mentalité. C'est logique, la peinture est toujours plus verte ailleurs. Et en parlant de peinture, on a un sujet sur le fait de, ben, quand tu es un génie et que tu es reconnu, on peut te missionner pour dessiner tel truc ou tel truc. Et comment tu t'y retrouves là-dedans? Est-ce que tu le fais quand même, quitte à n'avoir laissé aucune trace, à ce que ça te corresponde pas, à ce que ça te trahisse, mais tu gagnes de l'argent donc ça va? Est-ce que tu essaies de le faire toi-même? Est-ce que tu refuses simplement? Ça marche bien. Il y a un sujet sur la famille qui ne comprend pas, évidemment. C'est toujours de l'inquiétude qui est plus ou moins cachée volontairement derrière des méchancetés. Mais bah, on est inquiet, tu vois, de pas avoir quelque chose de stable chez la personne qu'on aime. C'est trop cool de pouvoir suivre ses rêves, mais si derrière il y a rien qui suit, ben c'est dur de les encourager dans cette voie. Même si techniquement tu devrais pouvoir le faire aveuglément. Mon souci avec le volume, c'est qu'on a 2 chapitres qui se lisent bien, ils sont sympas, mais je n'ai pas du tout compris le message. Et dans un truc, humaniste comme ça, alors c'est bien, hein, de passer un bon moment avec des bons persos, mmh, mais du coup il manquait un peu de message, un peu de fond derrière et c'est un petit peu, dommage. Mais globalement, le dessin est plus beau, c'est toujours très mignon de les voir, se donner à fond. Ça avance de manière correcte, il y a des bonnes idées. Juste, bon, bah, c'est un peu moins parce que, bah, c'est moins la découverte. Donc c'est un B. Ensuite, j'ai vu Wake Up Dead Man, le, 3e volet de la saga À couteau tiré. Après, À couteau tiré et Glass Onion. Le début est étonnant. On a 40 minutes d'intro où, c'est juste, Benoît Blanc qui, lit l'histoire de ce film avant d'apparaître vraiment. Au moins, ça permet de bien introduire, les différents, personnages de ce petit village, très reculé. De, bien introduire, le religieux local qui a un sacré pouvoir, de gourou sur, tous les ratés qui sont venus s'installer dans cette ville et qui essayent de faire apparaître un miracle de réussite dans leur vie grâce à ses paroles. La construction globale est bien différente des 2 précédents. Je me souviens plus de la construction en détail des 2 précédents, mais le précédent est juste, débile. On avait plein de mystères pour qu'à la fin, bah, ce soit juste, un mec complètement con qui ait fait plein d'erreurs partout. Et le premier pour moi, c'est une course entre un mauvais détective et une mauvaise tueuse. Et au final, bah, c'est plus pour essayer de la cacher parce que c'était pas vraiment un mal. Là, c'est plus le nouveau religieux qui est en ville, qui essaye de faire de son mieux pour racheter ses erreurs passées et toute sa violence, mais qui ne peut rien faire car il est face à un gourou de secte et littéralement tout le monde qui le suit aveuglément. Donc il a aucun levier et tout ce qu'il tente, ça se retourne très fort contre lui. Donc ben forcément, quand le gourou décède,
c'est un peu la seule cible. Donc il doit essayer d'enquêter avec lui pour trouver le vrai coupable. Attention à la culpabilité du nouveau religieux et gérer la secte qui a perdu sa tête. Et étonnamment, Benoît Blanc, donc notre petit détective joué par le dernier James Bond en date, euh, Daniel Craig, wouh, il est hyper efficace dans son enquête et hyper respectueux des croyances et des religions. Il arrive à comprendre, à réaliser plein de trucs, à forcer les gens à se dévoiler plutôt qu'à le dévoiler, parce que ben, dans la religion, ça marche mieux comme ça. Alors qu'il passe tout son film à montrer qu'il s'en fout de la religion, qu'il veut pas écouter, qu'il n'avance pas, qu'il pose de mauvaises questions. Mais pour moi, c'est pas ça le personnage de Benoît Blanc. Le but, c'est que normalement, il résout pas ses affaires. Soit parce que en face, il y a un trou du cul, soit parce qu'il n'y en a pas vraiment. Là, il résout tout et il force les gens à dévoiler. Ou alors, il a rien compris et il force les gens à se dévoiler un peu par dépit, par défaut, sans faire exprès. Mais si c'est ce cas-là, c'est très mal montré. Donc je l'ai pas compris comme ça, et pour moi, bah, ça colle pas vraiment à Benoît Blanc. Et même à ce qu'il montre tout le long du film. Mais le reste du groupe de personnages est super cool. Ils sont hyper effacés hors du collectif. Une fois qu'ils sont pas dans la secte par eux-mêmes, ils n'existent pas spécialement. Sauf le religieux qui est très cool, très charismatique, qui marche bien, qui est très gris, qui est très dans l'évolution, dans le pardon des autres, de lui-même, la compréhension, c'est trop intéressant. Je trouve la partie religion, contrôle mental, esprit perdu, attente de miracle, se plaindre de la vie quand t'as pas de miracle, alors que t'es quand même un peu la cause de juste attendre le miracle, très réussi. Mais en même temps, ben, je trouve que le film manque un peu de grandiose, de grandiloquence, de moments marquants. Il est globalement moins fun que les précédents, mais peut-être plus efficace. Il sonne presque film thriller classique, contrairement aux deux précédents qui sortaient quand même un peu plus du lot. Mais c'est bien ficelé, la thématique derrière marche bien, les retournements aussi, même si c'est globalement assez évident, mais ça joue bien sur les religions et la croyance pour faire les mystères, c'est cool. J'ai passé un bon moment, je regrette pas de l'avoir vu, et si la série continue et qu'elle change autant de caractère à chaque film, c'est très cool. Au moins, il n'y aura pas de problème de redondance. Donc un A. Ensuite, on est allé voir Avatar de feu et de cendres en famille. Petit rituel depuis 2 fois. C'était la même chose fin 2022 quand la voix de l'eau était sortie. C'est très cool. On essaye de prendre la meilleure salle de la zone. Ce que je ne fais quasiment jamais quand je vais juste voir des films un peu plus classiques. Mais pour littéralement un énorme spectacle comme ça, niveau effets spéciaux, niveau action, niveau rythme, il faut une salle globalement de bonne qualité. D'autant plus pour rester 3 heures et demie sur un siège. C'est peut-être bien qu'il soit un minimum confortable. Et oui, le film fait 3h17. Ça peut être un sacré frein, parce que bah, si tu vas, ça te prend une matinée, une après-midi ou une soirée. Mais le film est globalement bien rythmé pour un film de 3h17. Et rythmé correctement 3h17 de quelque chose, c'est pas évident. On va pas se le cacher. Oui, on a souvent en moteur de l'action des enfants dans la famille Sully, Jake, qui sont kidnappés. Hein, c'est très régulier comme moteur. Les enfants ou la famille qui est kidnappée ou séparée, tout le monde doit se retrouver. C'est facile pour faire évoluer tout le monde et faire des objectifs dans tous les sens qui rythment les choses. Ça marche bien. Peut-être qu'il faudra y aller un peu plus mollo, un peu plus discrètement sur ce sujet-là. On l'a bien traité, c'est facile, c'est bon, ça ira. Je trouve le personnage de Jake désagréable
au possible. Il est chiant, il sait tout, il est méchant avec sa femme, il est méchant avec ses enfants, parce que il connaît tout à la guerre, il connaît tout aux navis et aux humains, faut l'écouter partout, et il accepte rien d'autre. Il est fermé, il est désagréable, il est très toxique, je trouve, dans tous les sens. C'est un arc de personnage, faut qu'il évolue. Bah non, c'est tout, faut qu'il évolue, père pitié. Mais il y a des personnages que j'aime beaucoup et qui marchent bien pour moi. J'ai noté Kiri. Kiri, c'est pas la petite? Comment elle s'appelle? Parce que moi, c'est pas la petite que je veux, c'est la grande. Non, c'est bon, c'est bien Kiri. J'aime beaucoup son attachement à la religion des avatars, au grand esprit, au fait qu'elle peut ouvrir des portes à toute cette culture à d'autres personnes, aux difficultés qu'elle a à accepter pleinement ce rôle, à en prendre connaissance et à l'utiliser. Je trouve Loak plutôt réussi aussi. J'aime bien le fait qu'il essaye toujours de prendre son rôle de petit chef à cœur, qu'il essaye constamment de corriger ses erreurs, d'apprendre, de réparer les injustices, de voir des choses que son père n'a pas vues et lui désobéir pour lui apporter beaucoup. Il est intéressant, il marche bien. Gros coup de cœur sur Spider. Il est vulgaire, il est humain, il est pas dans son monde du tout, et pourtant, ben, c'est celui qui, je trouve, marche le mieux. Il est gros moteur dans ce volume-là, parce qu'il peut faire une grosse évolution pour les humains et créer de sacrés problèmes. Donc, il est à la fois source de grosses libertés pour plein de personnages, et source d'énormes dangers pour les autres. Donc, ben, son évolution, sa résolution à vivre au sein des familles d'Avatar, ça pose problème. Donc, il est très intéressant à traiter. Et pour le coup, Jake, Neytiri et lui ont eu une très bonne scène à E3 sur le fait de devoir le tuer ou pas, sur qui accepte à quel moment, qui refuse, ça marche bien. Et puis, en même temps, c'est sacrément chaud de devoir avoir une discussion où on choisit entre tuer son fils adoptif et possiblement aider tous les avatars à survivre. Et dernier gros personnage coup de cœur, il s'agit de Varang, donc la chef du clan du feu, qui est hypnotique, qui marche bien, qui a soif d'apprendre. C'est un peu l'inverse de Sully dans le 1. Genre, c'est une avatar qui est très preneuse de ce que font les humains et du danger qu'ils peuvent apporter. Ça marche bien, elle est très cool. Un des points faibles de cet opus, c'est qu'il y a zéro découverte. On passe notre temps dans le biome de l'eau, qu'on a vu dans le 2, avec des combats de baleines et de bateaux, qu'on a vu dans le 2, que sur les personnages du 2, avec les oiseaux et le fait de devenir le chef de ce lit, comme dans le 1. Pas grosse nouveauté niveau décor ou niveau création. On a bien le biome du feu, mais on y passe 3 scènes grand max. Ça ne change pas grand chose, on n'est pas dépaysé. Mais les persos bougent bien sur leur identité, sur leur lien aux ancêtres, sur leur courage et leur volonté de bien agir, ça marche bien. On a très régulièrement des choix entre le devoir et la famille. C'est un dilemme évidemment facile, mais qui marche bien à chaque fois. C'est très touchant, d'autant plus quand toute l'introduction se fait sur le deuil, et qui n'est pas évident, hein, perdre un fils alors que t'es méga raciste, perdre un fils alors que t'es pas vraiment 100% avatar et que tu veux te battre, c'est pas évident. Perdre un frère en pensant que c'est de ta faute, c'est horrible. C'est très touchant plusieurs fois. Et ça a bien couvert les faiblesses que j'avais eues dans le précédent. Franchement, j'ai passé un énorme moment. Aucun regret. À voir en salle, absolument. C'est un énorme spectacle. Est-ce que je le reverrai un jour? Rien n'est moins sûr. Mais j'ai passé un super moment. Bordel! On en est à 2 heures d'enregistrement. Ça commence à être bad long. En même temps, 12 œuvres. Pas mal de sujets à traiter, pas mal de très bonnes choses, pas mal de très mauvaises. Donc ça fait plus parler que les trucs moyens où j'ai pas grand chose à dire. Pas mal de pauses entre chaque œuvre, parce qu'à un moment ça fait beaucoup parler.
2 appels d'un bébé, ça commence à être un peu long. J'aimerais bien, aller faire à manger et passer à autre chose de ma soirée. Ah bah non! Va falloir que j'enregistre les œuvres que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine. Wouhou! On a du, boulot. Mais bref, il nous reste 2 œuvres à traiter, on va le faire. J'ai lu le, volume 3 de, Demande à Modigliani, qui fait, pile le milieu de la série. Ça nous parle de choses évidentes, mais qui n'avaient pas été montrées jusqu'ici, que, pour comprendre les autres ou pour se faire comprendre, le pouvoir des images est quelque chose de gargantuesque et de très fonctionnel. Et donc ça fait un peu redite à un autre chapitre qu'il y a plus tard, qui montre que, chacun a son propre moyen de parler. Si, le dialogue n'est pas toujours ouvert, si c'est pas évident d'en parler, souvent ça peut passer par un dessin, par des films, par quoi que ce soit, qui permettent de faire passer des messages, soit, ouvertement, explicitement, soit, implicitement, en comprenant l'état d'esprit que tu avais quand tu l'as fait. Ça marche bien. Ensuite, on a un petit vieux qui nous rappelle que l'important, c'est de kiffer. On a, Shiba qui doit, garder une galerie pour éviter que ce soit le bordel, mais littéralement personne ne vient de la semaine et à la toute fin, il y a le vieux qui vient qui fait: «Ah, il y a personne, bon je m'y attendais, mais moi quand je suis là, c'est trop beau ce qu'il y a, je suis trop content de l'avoir, affiché». Parce que l'important, c'est d'être fier de ce qu'on a fait, réussir à atteindre son objectif qui est de le partager, même si derrière il y a personne qui reçoit. Est-ce que je vous ai dit, que les questions sur l'art de ce genre-là, ça me parlait plutôt pas mal? Ça a du sens. Ensuite, on a encore du Chiba qui est intéressant. Il est enfin invité à une expo comme il rêve depuis, un moment, mais il a pas réellement de plan sur quoi faire pour rentrer en accord avec, l'expo et ceux qui y exposent, mais il est quand même là pour les aider. Ça a du sens de le faire maintenant, parce qu'à la fin du volume, ils arrivent à ouvrir une exposition, de crabes et de plages, Shiba et ses 2 potes, et Shiba a trouvé un moyen de se servir des œuvres des autres pour rendre son truc en verre au milieu encore plus éclatant et ressortant. Ce qui sert de la lumière et de ce que les autres ont fait pour passer au travers de son verre et faire des jolis jeux de lumière et de couleurs. C'est très malin, ça marche bien, ça montre bien leur travail commun, ils sont trop mignons. On a un beau chapitre sur Motoyoshi et son père. On apprend qu'il est très dur maintenant avec lui, mais c'est un génie. Parce que, bon bah, l'art c'est difficile, mais on apprend qu'il était bien pris par l'art quand il était jeune. Je suis allé un peu rapidement tout à l'heure. C'est maintenant qu'on apprend que c'est de bonne volonté qu'il le protège, et pas juste par peur de l'art. Il s'y connaît, il sait ce qu'il raconte, il tient à son fils. C'est très mignon. C'est caché, c'est pas le mieux, mais c'est mignon. Et on reparle du prof qui a retrouvé son pote, allant plus du côté sur ce que c'est devenir adulte. Est-ce qu'il y a un moment, on sait ce qu'on veut faire dans la vie, on comprend mieux ses rêves, on comprend mieux ses envies, ou est-ce que, ben, on continue à chercher en poussant de plus en plus en avant, en étant un adulte qui, ben, peut s'y retrouver en aidant les jeunes à se chercher, parce que, ben, même que ça, il y a toujours à apprendre et à avancer. C'est très mignon, ça marche bien, on retrouve le niveau du premier volume sans répétition, c'est un A logique. Et enfin, la dernière œuvre de cet épisode, avec 100% physique Asie, donc qui est globalement la 3e saison de 100% physique, qui est un show coréen où 100 sportifs de plutôt haut niveau et de plein de sports différents s'affrontent dans plein de jeux à grande échelle, avec des gens éliminés petit à petit, jusqu'à déceler le physique parfait. J'aime beaucoup le show, les 2 premières saisons m'ont pas mal plu, même si, bon, le montage à la coréenne, c'est pas évident tous les jours pour le rythme. On a une action, on a les réactions, on a le replay de l'action, on a le replay de la réaction, on a un ralenti de l'action. C'est vite chargé et ça traîne pour pas grand chose. Certes, ça pourrait être plus efficace, mais ce qui est montré est grave cool.
J'adore l'esprit sportif des Coréens, qui est très dans le partage, le dépassement de soi ou le dépassement des épreuves, en mode «Waouh, moi j'ai pas réussi, mais toi t'as déchiré l'épreuve, trop cool!» Sans en faire trop chez les victorieux. Et les épreuves sont trop cool à voir. C'est souvent des longs trucs de résistance qui font pousser les corps et les esprits extrêmement loin. C'est hyper motivant, ça donne trop envie. En regardant la série, je peux m'empêcher d'avoir envie de faire du sport, d'en faire. Je suis allé voir le stade près de chez moi qui fait plein de sport. Je suis allé voir la piscine près de chez moi qui fait pas de la piscine. Ça me motive trop. Et cette fois-ci, on avait 8 équipes de 8 pays asiatiques, que sont évidemment les Philippines, le Japon, la Corée, la Thaïlande, la Mongolie, la Turquie, l'Australie. Il m'en manque un. Il m'en manquait un la dernière fois que je dis à mon frère. Voilà, que des pays asiatiques de fou. Avec des équipes de 6. Et il y a 2 remplaçants qui sont arrivés après. Donc on retrouve bien cet esprit asiatique qui marche bien. Mais on a également les Turcs et les Australiens qui sont moins dans cet esprit-là. Un peu plus dans la démonstration, et dans la fierté, et dans faire beaucoup de bruit en mode «Ouais, on est trop fort, on vous défonce tous». A raison, hein, l'équipe australienne, elle défonce sa race. Mais bon, bah, ils sont vite plus chiants. Heureusement, ils sont aussi sacrément cons. Il y avait une épreuve. Alors, il restait 4 équipes à passer. On annonce une épreuve où ils sont 3 de chaque équipe à participer, et ça qualifie une équipe pour l'étape suivante. Les Australiens mettent leurs 3 plus forts et se ratent quand même. Et ensuite, l'épreuve de rattrapage qui qualifie les autres équipes, assez logiquement, parce que tu peux faire l'étape suivante avec une seule équipe, c'est forcément les 3 autres qui doivent le faire. Donc ils sont en mode «Quoi? C'est les 3 plus faibles? Mais nous, on n'a pas le droit de mettre notre force, c'est complètement con, on pouvait pas s'y attendre!» Alors c'est genre turbo évident. Et bah, c'est dommage d'avoir perdu sur ça. Alors j'aurais trop voulu les voir perdre toute leur confiance et leur supériorité sur une vraie épreuve physique et pas juste sur une erreur stratégique de Mongol. Mais globalement, il y a pas mal des sportifs trop cool. James, pour l'équipe thaïlandaise, qui est sur l'affiche, le seul personnage à la peau noire, il est trop cool. Il est très proéminent, dira-t-on, mais il est trop cool. Dans l'équipe australienne, je retiens pas grand-chose. Dans l'équipe japonaise, j'adore le joueur de baseball. Il était dans le 100% physique Japon, qui s'appelle pas comme ça, la série Final Draft, que j'ai pas vu, mais il est dedans. Et il est trop cool. Il a une quarantaine d'années, il fait du baseball, il est trop fort et trop stylé. J'adore. Même l'équipe japonaise dans l'ensemble est cool. L'équipe coréenne est cool, même si ça se repose trop sur les gagnants, les mecs trop forts des saisons précédentes. Et voilà, globalement, qui j'ai retenu en sportif que j'ai beaucoup aimé. Les démonstrations sont dingues. Il y a tellement de résistance et de résilience dans la quête numéro 3, je crois, celle de la jungle. Il y a tellement de trucs trop cool. Le lancer de poids par-dessus les portes, c'est grave long, c'est grave dur, c'est trop cool à voir. La tenue d'énormes poteaux autour des bras, c'est trop cool. La tenue dans des anneaux, c'est trop cool. À chaque fois, ça fait résister hyper longtemps. Il y a de sacrées démonstrations. Le reste, c'est en équipe, donc on voit moins de trucs déchirants comme ça. Là, c'est juste tenir très longtemps à 1 ou 2 max, ça marche trop bien, c'est très prenant. Les épreuves sont magnifiques, les décors sont très cool, et elles rendent très bien la plupart du temps. Sauf les quêtes 1 et 2. C'est dommage de commencer par celle-là, du coup, mais t'as de la bagarre pour rester sur une petite plateforme. T'as 1 milliard de rounds parce qu'il y a que des égalités, parce que les règles puent la merde. Et la quête numéro 2, c'est juste déplacer une cargaison d'un boulot d'un bateau. On voit 4 matchs, c'est assez long. On a déjà vu un truc semblable précédemment. C'est pas les plus intéressantes. Tout le reste est cool. Les matchs à mort, la jungle, euh, l'épreuve où les Australiens ont été des abrutis, l'épreuve de rattrapage, les 100 tours entraînant un boulet gigantesque, déplacer une cargaison en équipe dans un château pour l'assiéger, mais avec plein de trucs bien différents, et une utilisation de cerveau nécessaire pour la fin, qui est très différente entre les 3 équipes. Et la finale, bon, pas exceptionnelle, mais ça marche bien pour le travail d'équipe. Et en vrai, le côté équipe apporte pas mal de petits clans
et de soutien entre les gens. C'est différent, ça permet de bien éviter la redondance entre les saisons. Parce que bon, on va pas en bouffer des milliards de saisons comme ça ira, un moment. Mais surtout, ce que j'ai kiffé, c'est les épreuves individuelles en équipe, donc la quête de la jungle, principalement, où t'as 1, 2, 3, 4 petites épreuves. Ils sont 2, 2, 1, 1, ouais, c'est ça. Et où tout le monde se donne à fond pour son équipe, c'est trop cool à voir. Voilà, je suis très motivé pour faire du sport grâce à ça. Et il y a plein de saisons futures qui ont été annoncées aux États-Unis, en Europe, en Italie, en Suède. Et j'ai un peu plus peur, déjà pour la redondance, parce que ça va re-être un 100% physique classique avec 100 sportifs. Pour la redondance, parce qu'on va avoir 1 milliard de saisons en très peu de temps. Et surtout, pour l'esprit sportif. En Europe, on n'a pas le même esprit sportif que les Coréens et Asiatiques. Et aux États-Unis, ça c'est très individuel et c'est pas très intéressant. J'ai un peu peur pour le 100% physique 2026 qu'on va avoir. Mais là, 100% physique Asie, très cool. J'aime trop les équipes d'underdog. Ça fait trop plaisir de les voir se dépasser, se donner hyper longtemps, commencer à faire peur aux gens trop forts, les faire douter, et parfois les surpasser. Pas toujours, mais ils sont tellement donnés, c'est trop cool à voir. Les femmes ont été impressionnantes cette saison, et les jeux étaient un peu plus équilibrés pour qu'elles puissent jouer et être impressionnantes aussi. Et les légers, je kiffe toujours. Tu vois, c'est pas des gros Golgoth de muscles, ils sont agiles, ils peuvent faire des trucs qui sont surprenants en plus, parce que bah tu te dis, ah, ils sont tout légers, ils peuvent rien faire. Ils sont trop cool. Par exemple, c'est vrai que je l'ai pas cité, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'acrobate mongol. Il est tout léger, il est impressionnant, il est impassible, j'adore, il a des muscles efficaces. Moi j'aime ce genre de truc. Voilà, 1A. Oh bordel, j'ai cru que j'en verrais jamais le bout. Je suis rentré chez moi, j'ai fait 4 heures, et là il est quasiment 20h, ça fait 2h20 que j'enregistre, et je viens juste de terminer l'épisode, j'ai fait que ça. Il va falloir que je cuisine, que je mange, que je le mette en ligne, après le montage. Ça serait bien que je termine mon tome de Dan Dadan, que j'enregistre les 4 tomes que j'ai de retard pour cette semaine. Ouais. Et demain on est prêt pour la compète. Nickel. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je pense qu'il fera 1h, 1h10 peut-être, après montage. Ce sera plus raisonnable pour vous que les 2h20 d'enregistrement. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, 15h au maximum, pour l'épisode sur l'année 2025. Petit bilan, petit flop, petit top, ça va être intéressant. Je l'ai pas fait les dernières, mais je tiens un fichier où je garde tout en note, donc bah autant que ça serve. Parce que côté BD, il y en a une que j'ai détestée et 0 que j'ai bien aimé, où ça va être rapide. Comics, c'est un peu plus partagé, film aussi, jeux vidéo aussi, roman, il y a que un que j'ai pas aimé. Bref, il va y avoir des chiffres, il va y avoir pas mal de mini et niveau manga, je vais essayer de faire des moyennes par manga de mes notes, histoire de faire un classement à peu près ok. Ça va être intéressant, j'ai un peu hâte de faire tout ça. Donc oui, dimanche prochain, 15h maximum, peut-être avant, en fonction de mon rythme de rattrapage. On approche bientôt du boost, c'est cool aussi. Faudra finir cet épisode-là pour le mettre en ligne. 2025 à faire en entier. Semaine 1 à faire en entier. Semaine 2 enregistrée, il n'y a plus qu'à faire montage, mise en ligne. Et semaine 3 en cours d'enregistrement. J'ai un bon rythme, je suis content en ce moment. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À commémorer bientôt.